Donc, Voilà. si l'âge moyen est autour de 50 ans, ça veut dire que concrètement, dans les early 40s, début Voilà. de la quarantaine, on est en plein dedans. Et donc, il y a plein de petits symptômes un peu diffus de ce qu'on a entendu, de l'irritabilité, une perte de patience. Je ne sais plus qui me citait j'ai envie de tuer mes enfants et mon mari. Je Oui, plaisante, mais moi aussi. C'est un post, je l'ai dessiné, je vais bientôt le en poster. fait, tout le monde. Attendez, il est là. Si vous voyez, voilà, sur post-it. Alors, Voilà. donc, c'est Ouais. normal, mais ne le faites pas. Ne passez pas à l'acte. Voilà. On a des Donc, solutions. Non, mais voilà. Et si tu veux, les gens se font surprendre. Il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et c'est pour ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qui est dur avec ce mot de ménopause, je pense que tu l'as ressenti comme nous, c'est qu'on a l'impression que ça enferme dans une période de temps très limitée et très précise. Alors qu'en fait, la ménopause, il faut la connaître pour mieux la préparer et mieux la vivre, et que c'est une période qui a du poids dans la vie d'une femme et qui dure longtemps. Bonjour à toutes, bonne journée de la ménopause parce que c'est notre journée à nous toutes, et pas que moi et pas que vous. Donc moi je m'appelle Sophie, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Ménopause Stories, qui a démarré il y a pas encore 10 mois, voilà une petite aventure sur laquelle je raconte, un compte sur lequel plutôt je raconte des histoires autour de la ménopause. Ce qui est parti en fait de mon expérience personnelle, hein, puisque quand j'avais 46 ans et demi, j'étais placée en ménopause artificielle pour éviter une hystérectomie. Et en fait, 15 jours après la piqûre, j'ai eu énormément d'effets indésirables. Et là, je me suis retrouvée plongée dans le monde merveilleux de la ménopause sans même savoir ce que c'était, donc, et sans avoir été préparée, sans avoir d'imaginaire. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai commencé à regarder sur internet ce qui se faisait. J'ai commencé à flipper sérieusement parce que C'est le problème quand on regarde sur Internet voilà, il y avait aujourd'hui. rien, hein, à l'époque, hein. Ça faisait 5 Ouais. ans, donc ça fait 5 ans, il y avait rien du tout. L'imaginaire était hyper poussiéreux. J'avais l'impression de basculer dans un autre monde. Je comprenais plus où j'étais. J'étais vraiment perdue complètement et j'avais pas envie d'y aller, en fait, pour tout dire. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir. Bon, d'abord à me sentir mal, ensuite à réfléchir, à me sentir seule, enfin bon, plein d'étapes. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écrire sur ce sujet, à m'y intéresser vraiment profondément puisque malgré tout, j'ai pas eu d'hystérectomie donc j'allais vivre ma ménopause. Donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment à cette étape de vie parce que j'étais pas du tout préparée et à écrire, d'abord en secret sur des carnets, faire beaucoup, beaucoup de recherches. J'ai passé 1 an et demi à faire des recherches assez approfondies jusqu'au jour où j'ai lancé le compte, voilà, c'est ce qui est à peu près le fruit de Puis ce qui est super dans le conte, c'est que tu abordes vraiment sous forme de petits contes, en fait, effectivement, tous les aspects de la ménopause de manière, ce qu'on a aimé, très ludique et pas du tout ni poussiéreuse, ni plombante, quoi. Donc ça, c'est en fait, vraiment j'avais la une force. ambition, qui était un peu de faire les 1000 et une nuits, hein. Chaque jour, c'était une histoire, un épisode qui est pas forcément corrélé à l'autre. Ouais. Et à chaque fois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant autant de recherches sur la ménopause qu'elle est pas du tout, comme nous l'a présenté sous un focus médical. Elle est extrêmement multiple, pour moi, elle est très holistique. Et du coup, je me suis intéressée vraiment profondément à tous les aspects, autant en France qu'à l'étranger. Et j'ai commencé à écrire des stories comme ça sur mes carnets, enfin mes cahiers, parce que c'est des cahiers 24-32, hein, c'est pas des petits carnets. À dessiner, à faire plein de... Enfin, bizarrement, alors qu'on est en train de nous dire qu'on est en perte de fécondité, donc en perte de créativité, là, d'un coup, au contraire, pour moi, tout s'ouvrait. J'ai commencé vraiment à découvrir ma féminité à ce moment-là. C'est assez étrange, mais Ça, c'est super ouais, d'entendre. donc ça a été une grande aventure. Et voilà, donc chaque jour, c'est un épisode dédié à Miss Ménopause qui est devenue un peu... c'est pas moi la star, hein, c'est elle, hein. Donc, Ouais, mais tu vas nous raconter tout ça parce que c'est hyper voilà. intéressant et cet angle est absolument génial. Fabienne, notre star de l'automassage. Oui, alors bonjour à toutes, bonjour et bonne fête à toutes les C'est femmes vrai. qui sont rentrées dans ce deuxième printemps, c'est comme ça qu'on l'appelle également. Eh bien, moi, c'est sans tabou que j'y suis rentrée il y a 2 ans, hein, et que j'ai observé énormément de bouleversements physiologiques, émotionnels, mentaux et hormonale, évidemment, hein. Et bon, je travaille dans l'univers de la beauté depuis plus de 25 ans et je suis au contact des femmes en France, mais aussi à l'étranger
de par mon métier et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Alors, aussi bien avec les jeunes femmes qui ont moins de 20 ans que celles qui commencent à approcher la trentaine et qui se retrouvent aussi jeune maman, hein. Et puis le dernier, enfin, le plus grand, le plus beau stade, celui de la préménopause et de la ménopause, hein, qui est, voilà, on s'y attend pas toujours parce qu'on n'a pas été préparé par nos mamans. Mais moi, j'ai observé, j'ai compris, expérimenté et par le toucher, hein, puisque c'est aussi mon savoir-faire, c'est ce que j'aime en fait, c'est le ressenti, hein. J'ai compris pas mal de choses, hein. Bon, alors bien entendu. Surtout que la ménopause, de ce qu'on a cru comprendre, il y a un lien corps-esprit, comme disait Sophie, très holistique qui est très présent. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une pathologie, c'est vécu très différemment d'une personne à l'autre. Mais s'il y a un profil qui est ressorti de tout ce qu'on a dit qui passait bien à la ménopause, c'est quand on est plus connecté à son corps et qu'on a un lien, on apprend à, voilà, à comprendre ce qui se passe et à mieux le suivre. On pense que c'est vraiment clé dans ces périodes qui ne sont pas des pathologies, mais qui sont des périodes de transition, très clairement. Ouais, La bavarde, je me présentais en 2 minutes. Donc, je suis Caroline et en train de créer avec Anna, que vous voyez à ma gauche, la marque Millet, qui est une marque qui se veut avant-gardiste dans le traitement des déséquilibres hormonaux chez la femme. Moi, j'avais un petit peu plus de 15 ans d'expérience dans le bien-être et la beauté et très surprise de me rendre compte que le sujet des hormones n'était pas du tout abordé. Donc, le sentiment qu'il y avait vraiment un manque sur ce sujet, alors qu'effectivement, autour de moi, de femmes, on ne parle pas spécifiquement de la ménopause, mais de femmes plus ou moins jeunes, en tout cas beaucoup à partir de 35 ans, où souvent c'est le moment où les déséquilibres hormonaux commencent à s'accentuer, en fait. Donc, on va dire la phase la plus tôt de la ménopause, quoi, qui peut arriver, parce que les gens ont tendance à se faire surprendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la ménopause, ça dure 1 an dans l'imaginaire collectif, que ça commence ou au moins 45-50 ans et que tout ça est très normé, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une baisse qui est très progressive à la base. Et j'avais pas mal d'amis autour de moi qui avaient des problèmes en fait de bien-être physique très marqués. Donc pour mettre voilà, des mots sur les mots, ça allait de la chute de cheveux de plus en plus forte autour de moi, la sécheresse vaginale, l'équilibre émotionnel en dents de scie, c'est-à-dire que plus les syndromes prémenstruels était un peu marqué, plus ça se dégradait encore avec l'âge. Donc, beaucoup de questionnements par rapport à ça, l'irritabilité, enfin, des personnes qui ont l'impression de ne pas se reconnaître elles-mêmes. Et finalement, assez peu de réponses sur le marché et des sujets très tabous et très médicaux et très éparpillés. Donc, il y a eu un peu une sorte d'étonnement à la base de la création de notre marque en disant mais est-ce qu'on peut agir dessus? Est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'est pour ça qu'on est allé rencontrer beaucoup d'experts, donc très holistiques, venant de différents domaines, donc des médecins endocrinos, des médecins gynécos, mais aussi des ostéopathes, des naturopathes, des micronutritionnistes, et qu'on a enquêté sur comment on pouvait essayer d'améliorer cette prise en compte de l'équilibre hormonal chez la femme. Voilà, en 2 longs mots. Anna, je te laisse te présenter. Caroline et moi, on se connaît depuis 25 ans. Quand elle m'a parlé de ce projet, je l'ai rejoint d'abord par conviction, de l'idée que ces mots de femmes sont des mots qui restent extrêmement discrets et dont on parle assez peu, et que ce serait intéressant de lever le voile sur ces sujets-là. Et ensuite, pour améliorer en fait ces passages qui ne sont effectivement pas des pathologies, mais qui méritent de s'y intéresser et de proposer des solutions naturelles et personnalisées aux femmes. Alors Sophie, nous, ça sera intéressant un petit peu parce qu'on est toutes rentrées sur un domaine qui était un peu l'inconnu à la base, la ménopause, qui n'est pas forcément un domaine justement le plus spontané, le plus valorisant à la base. Et justement, qu'est-ce qui a été chez toi en fait, tu nous as parlé un peu de ton expérience, mais l'envie de parler différemment de la ménopause? En fait, c'est comme je le disais, je suis allée sur Internet. Et quand j'ai commencé à avoir effectivement ce discours hyper médicalisé, que sur la peur, que sur le risque, que sur l'angoisse, etc., avec surtout des visuels de femmes
enfin, je me reconnaissais pas dans cette dynamique parce que moi, je suis parisienne. Bon, je travaille aussi dans le milieu de la beauté. Ça, c'est notre point commun à toutes les quatre. Parisienne, hyper urbaine, passionnée d'art. Je lis énormément. Je suis toujours avec mon iPhone en train de prendre des photos en sneakers. Donc, je me suis dit, et sur Instagram, donc je me suis dit, c'est pas possible en fait. Tu t'es J'arrive pas pas retrouvée dans les modèles, à quoi. me retrouver dans les modèles. Après, moi, j'ai des rôles modèles quand même assez forts, type Iris Apfel, etc. Donc, j'allais plus vers vraiment des dynamiques, enfin, voilà, des choses qui me poussaient vraiment vers, oui, vers une dynamique forte et un état d'esprit tourné vers le futur et pas du tout vers une notion passéiste. Et après, je pense que c'est ma façon d'être, tout simplement, voilà, qui s'est exprimée avec l'envie d'écrire. Avec une écriture plus intime. Hein. Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment un aspect qui n'est pas du tout abordé, même en littérature. Il Tout n'y à a pas de fait. littérature de la ménopause, et c'était comment, en fait, on peut raconter cette ménopause vue de l'intérieur, véritablement exprimée comme un auteur. Et finalement, c'est un conte d'auteur que j'ai créé là. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Et toutes les questions en fait que je pose sont des questions que je me suis vraiment posées, que je travaille Ouais, c'est du ouais, vécu. profondément, quoi, avec tous les codes. Alors ça, c'était un aspect. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à ce que tu disais, Caroline, la périménopause commence, donc préménopause commence relativement jeune, et je voulais pas en fait mettre la ménopause sur un scope 50-55, donc vieillissant comme tout le monde le faisait, parce que je me dis, d'abord, on devrait pouvoir commencer à faire un transgénérationnel et à diffuser cette parole et à libérer la parole, et qu'il fallait absolument que ce soit jeune, enfin jeune, c'est pas un jeunisme, mais c'est quelque chose de fresh, en fait, fresh, pour que tout le monde ait envie de le lire, y compris les jeunes femmes qui vont passer par cette étape pour qu'elles comprennent, parce que sinon c'est stérile. Je me suis dit, parler entre nous, oui, ok, on va parler des douleurs, on va parler de ci, on va parler de ça, on va trouver des solutions, mais si on parle de la phase préparatoire, elle est bien avant ça, quoi. Je donne juste un chiffre parce qu'il y avait peut-être des femmes qui n'étaient pas au courant et qui, moi, m'a marqué pour aussi entrer et prendre en charge ce sujet. C'est que la ménopause, en moyenne, ça dure 5 à 7 ans avant la ménopause. Donc, Voilà. si l'âge moyen est autour de 50 ans, ça veut dire que concrètement, dans les early 40s, début de la quarantaine, on est en plein dedans. Et donc, il y a plein de petits symptômes un peu diffus de ce qu'on a entendu, de l'irritabilité, une perte de patience. Je ne sais plus qui me citait j'ai envie de tuer mes enfants et mon mari. Je plaisante, mais moi aussi. C'est un post, je l'ai dessiné, je vais bientôt le poster. En fait, tout le monde. Attendez, il est là. Si vous voyez, voilà, sur post-it. Voilà. Donc, c'est normal, mais ne le faites pas. Ne passez pas à l'acte. Voilà. On a des solutions. Non, mais voilà. Et si tu veux, les gens se font surprendre. Il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et c'est pour ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qui est dur avec ce mot de ménopause, je pense que tu l'as ressenti comme nous, c'est qu'on a l'impression que ça enferme dans une période de temps très limitée et très précise. Alors qu'en fait, la ménopause, il faut la connaître pour mieux la préparer et mieux la vivre, et que c'est une période qui a du poids dans la vie d'une femme et qui dure longtemps. Et moi, donc, il faut la repérer. J'ai senti un peu autre chose, finalement, quand je suis arrivée sur Internet, c'est que j'ai senti la mort. Ah oui. Je suis assez dure. Je suis assez dure. Mais j'ai senti qu'on me plongeait dans un état qui n'était pas le mien. Et qu'on me plongeait dans enfin, Jessica Fletcher, quoi. Enfin, un espèce d'endroit type, allez, ça y est, t'es la vieille, avec ta petite tisane. Oui, tu t'es tellement pas reconnue que tu t'es sentie complètement mise à l'écart, quoi. Oui, puis dans une forme de mort latente. Enfin, ça y est, je passais dans la vieillesse. C'était sûr que tout de suite, la ménopause, bim, tu passes dans la vieillesse. Moi, c'est le visuel. Enfin, visuellement, c'est ce que j'ai ressenti. Après, il y a autre chose aussi qui rentre en ligne de compte, c'est l'âge ressenti et l'âge réel. Donc, âge réel, j'avais 46, 47 ans à l'époque. Âge ressenti, je pense 35. Là, aujourd'hui, je me situerais peut-être entre 40, 42. Enfin, je vais avoir 52. Donc, je pense que c'est à peu près logique. Donc, là, j'étais en plein marasme. Hein. Je ne comprenais rien. Ouais. Et est-ce que tu as eu l'impression, justement, tu disais, je ne comprenais rien. Donc, en fait, tu n'as pas eu l'impression d'être informée avant de rentrer en... Ouais. Bah, j'ai pas été informée. Ni l'envie de t'informer.
J'ai Ouais. pas été informée, même pas par le gynéco, parce que le gynéco m'a dit: «Bon, ben, vous allez avoir la piqûre de ménopause artificielle. OK, on va essayer de faire ça pendant 2-3 ans jusqu'à ce que vous arriviez, naturellement à votre ménopause». Bon, là, aujourd'hui, j'ai 52, je suis toujours pas ménopausée, donc heureusement, finalement, que j'ai pas suivi le gynéco, sinon ça ferait 5 ans que je serais picousée et je sais pas dans quel état. Finalement, heureusement aussi que j'ai Ouais. pas que ça n'a pas fonctionné ce traitement et que j'ai dû arrêter au bout de la première piqûre. Mais il m'a rien expliqué et honnêtement, le vrai problème, c'est qu'il m'a rien expliqué, mais je ne savais pas poser de questions puisque je savais pas. Mmh. Donc je suis Mais en pas plus, c'est arrivée quelque dans chose, on disait, c'est un des rares sujets qui est très peu transmis de mère en fille, et même heu chez les médecins. et les médecins. Ils Ouais. sont plus formés à la ménopause. Donc du coup, moi je suis pas arrivée avec, pléthore de questions. «Oui, alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Rien du tout. Donc ouais, il m'a parlé de ménopause, mais de toute façon dans mon esprit, j'allais pas être ménopausée puisque je devais avoir une hystérectomie. Donc normalement, j'étais pas Ouais. programmée. Donc C'était un elle était pas dans ma tête la ménopause, mmh. c'était barré quoi. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce que tu as eu comme témoignage, justement, les gens qui ont commencé à te suivre, quand tu as fait cet effet boule de neige, donc des femmes qui voulaient vraiment entendre parler de la ménopause autrement? Quels sont les témoignages un peu qui t'ont marqué ou En fait, ils m'ont tous marquée pour tout il y en a pas un seul qui, enfin, elles sont toutes hyper, émouvantes. Enfin, je veux dire, j'ai des témoignages incroyables. Il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment que je ne me serais pas posées à la base sur, oui, j'ai pas d'enfant, mais je n'ai pas voulu d'enfant. Donc, globalement, je suis contente d'arriver à ce moment-là, ou alors des parcours de FIV qui n'ont pas fonctionné. Donc, mmh. du coup, c'est une forme de libération aussi. Là où c'est magnifique, c'est qu'on rejoint, grâce à ça, toutes les vies de femmes Mmh. et avec tous les parcours possibles. Donc du coup, j'ai des témoignages qui sont, ouais, très très chacun bouleversant avec des vraies questions, et toutes, enfin, on parle d'un sujet qui me concerne, enfin la parole se délie, enfin un espace, merci, enfin, elles sont heureuses de trouver, des réponses, il y a jamais de plainte. Enfin, je veux dire, elles sont hyper, Mmh. c'est très bienveillant, c'est Oui, toujours parce des qu'elles suivent, ton ton et tu as plutôt eu des femmes qui étaient en période justement de préménopause, juste avant, ou plutôt des femmes déjà ménopausées en général? j'ai tout. J'ai du jusqu'à 70 ans jusqu'à, Ouais. 25 ans. Ouais, donc des jeunes filles qui voulaient s'informer pour leur maman, des femmes, en ménopause artificielle, des femmes en ménopause précoce, des femmes, en ménopause artificielle suite à cancer, des femmes, comme moi, qui sont en péri, j'ai vraiment, ouais, tout. En Franchement, plus, c'est très difficile d'avoir des chiffres, on disait un petit peu sur la ménopause, comme c'est pas vraiment une pathologie. On entend tout et son contraire, sur les ménopauses précoces, les ménopauses tardives, on ne sait pas trop, je sais pas trop, ouais. non, aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça en est. Et juste, bah, Anna, peut-être pose, question que tu veux. Profite. Non, mais dans cette période de sa vie, qu'est-ce qui nous manque le plus en fait? C'est Le euh, soutien, pour moi, c'est le soutien, la compréhension, l'espace de parole, le fait d'être comprise parce que là, on est complètement paumé, on rentre dans un c'est comme si on était entre 2 mondes, on ne sait pas trop où on est, c'est très bizarre, hein, c'est un effet un peu balancier, une redéfinition complète de la vie, beaucoup de chagrin quand même, on passe à autre chose malgré tout, hein. Enfin, quand on a la chance d'y arriver vers 50 ans, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc là Mmh. aussi, c'est une grande chance. Donc voilà, moi j'ai pu avoir un enfant, etc. Je pense aux femmes qui sont en ménopause précoce, qui à 30 ans, qui vont passer Mmh. par un parcours différent. Honnêtement, c'est pas, je parle pas pour elles parce que les pauvres, enfin, c'est un autre Bien sûr. parcours de vie, on va dire. Mais quand on a la chance d'avoir 50 ans, là, on a une forme de panorama. On regarde évidemment qu'on va passer à autre chose. Donc c'est là où c'est pas non plus physiologique, c'est psychologique aussi, Mmh. c'est spirituel, voire même, c'est comment tu vas tendre ta vie, qu'est-ce qui va se passer après, et tout est remis en question à ce moment-là, sur ce le sujet-là travail, en particulier, oui. pardon, je t'interromps. Sur ce sujet-là en particulier, il y a un post qui m'a énormément marqué où tu parlais de l'enfant intérieur. Et Mmh tu mh. disais, c'est fou comme il ressort à cette période Très fort, Mmh. très fort. C'est le moment où, C'est peut-être que je me suis vraiment posé la question. À partir du moment où tu deviens vraiment toi-même, que pour toi, parce que ta fonction, féconde, est terminée, donc là, tu reviens finalement un peu à l'état d'enfant avant les règles. Peut-être que c'est ça l'histoire. Du coup, tu reconnectes, mais tu reviens à l'état d'enfant, sans l'attente de toute la vie de femme que tu vas faire, puisque là, ça y est, tu l'as faite. Donc qu'est-ce qui se passe après, quoi?
Et d'un coup, moi, j'ai trouvé qu'au contraire une forme de créativité joyeuse. Et cette petite fille, ben, je l'ai retrouvée en fait comme elle était avec toutes ses promesses. D'ailleurs, il y a pas mal de femmes qui disent qu'elles reviennent à leur rêve d'enfant à ce moment-là. Elles se réinventent avec leur rêve d'enfant, ce qui est mon cas d'ailleurs. Et j'ai retrouvé un peu toute cette malice, cette envie de... Ouais, comme si, allez, lâche, de toute façon, ça n'a pas d'importance, une forme d'insouciance. Donc, on dit que la ménopause, c'est un moment de sagesse. Je ne suis pas si sûre. C'est Honnêtement, ça, là. je La sais pas sagesse trop. ou la folie peut être une très bonne chose, hein. On dit qu'on se Ouais, souvient que ouais, de la ouais, folie, hein. c'est une forme de petite Mais folie, ouais, de léger. Je sais pas, c'est en même temps, ouais, c'est ambivalent. Je sais pas ce que tu en penses, Fabienne. Qu'est-ce que tu en penses, Fabienne? Ouais. Moi, je ressens beaucoup plus de légèreté, effectivement, hein. On n'a plus rien à prouver, on n'est plus dans le jugement, Non. on a du corps, on est plus dans le ressenti et on se moque oui, du jugement des autres, quoi. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Voilà. c'est amusant ce que tu dis parce que on a rencontré des gens et notamment on a lu pas mal de livres autour de ça. Il y avait aussi des psychologues et des médecins américains qui disaient c'est une phase où la femme doit réapprendre en fait une nouvelle forme d'égoïsme. Mais il le disait de manière très valorisante et je trouvais ça assez juste parce que il y a des phases très claires dans la vie de femme. Il y a voilà la période de liberté, on va dire peut-être avant la puberté et tout. Après, il faut faire attention si on veut des enfants, pas d'enfants. Après, bon, on est un peu l'esclave de ces enfants quelques années, admettons-le. Et finalement, ça tombe quand même en moyenne à une période où on doit se réinventer la vie pour soi. Et alors que la femme est souvent un peu le pivot, hein, c'est pas, je pense que même aujourd'hui, ça reste très vrai et très moderne de dire qu'on se sent souvent un peu le pilier, cette charge mentale, enfin toutes les expressions qui ont été inventées autour de ça. Et donc, il disait attention à ne pas confondre l'hystérie. Certains veulent faire passer les femmes ménopausées parce que tout ça, c'est des biais culturels pour des hystériques voilà, qui vivent mal leur vie, donc ils s'expriment plus, etc. Ils disaient bah non, c'est pas ça en fait. C'est une nouvelle forme justement d'affirmation de la personnalité et de soi. Et je trouvais que revaloriser ce nouvel égoïsme, il y avait aussi quelque chose que je trouve très vrai, très sincère en fait. Mais Je sais pas j'écris ce que souvent tu sur le sujet, hein. Moi, Ouais. j'écris pas. Enfin, oui, je sais pas ce que tu en penses, Fabienne, mais oui, c'est souvent quand même un des sujets, un de mes sujets, puisque c'est une grande découverte, même par rapport au corps, par rapport à la façon, par exemple, aussi, dont j'ai pu vivre des kilos en trop ou pas, le regard sur moi-même, une bienveillance. Là, c'est la première fois que j'ai une vraie bienveillance envers moi-même. Déjà, je suis plutôt fière de tout ce que j'ai fait en tant que petite fille et puis femme. Je me dis, je me suis bien démerdée. Voilà. Après, je me suis retrouvée forcément face à des soucis parce que quand tu arrives à 50 ans, au niveau du boulot, c'est touchy. Donc là, tu es obligé de te réinterroger. Mais c'est là aussi où tu te dis, bah, finalement, le parcours a été plutôt pas mal, quoi. Arrête voilà, te flageller. C'est le moment d'être heureuse de ce que tu as fait et surtout d'essayer de voir vers l'avenir. Le moment de la ménopause, enfin, comme moi j'ai vécu au début, où j'ai pensé que c'était vraiment la fin de ma vie, hein. Je me suis dit, c'est terminé, il ne se passera plus jamais rien. Grâce à toutes les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire, en fait. Il ne s'est jamais passé autant de choses. Ouais. Et même dans ton énergie, ton dynamisme, ça Oui, se oui, ça n'a ressent rien que à voir. là, c'est fini. Fini. Ouais, Mais il y a une phase de deuil et d'acceptation quand même. ouais. C'est ce qui Longue, revient. hein. Longue. Elle a été longue, hein. C'est au moins, ouais, pour moi, 2-3 ans. J'ai beaucoup pleuré, hein. Énormément pleuré. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs dans le reportage de Télématin hier sur la personne qui témoignait, qui disait qu'elle pleurait énormément. Et beaucoup de femmes, je ne sais pas si vous avez entendu ça, pleurent énormément, énormément. Moi, je pensais que j'étais J'ai seule, en fait. Donc, J'ai beaucoup entendu de choses sur l'impatience, l'irritabilité et tout, moins là-dessus. Mais je beaucoup de pense que ça va mélancolie. avec les émotions et les besoins d'évacuer, hein. Le truc qui est dingue, c'est que finalement, c'est vrai que c'est comme un deuil, mais que les larmes arrivent et tu ne sais pas pourquoi, tu t'y attends pas, mais tu pleures, hein. Il n'y a rien, hein. Moi, ça m'arrive en syndrome prémenstruel, donc je pense que je pleure parce Voilà. qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture, donc des sujets hyper graves. Je comprends. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Et Fabienne, toi qui as fait pas mal de coaching, donc justement qui a aidé ces femmes, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ce que tu ressens justement par le toucher, se réapproprier peut-être des routines, mieux comprendre, parce que c'est vrai qu'en plus c'est un âge où il y a des nouveaux petits soucis au niveau du corps. Enfin, faut pas dénier ça, hein, ça va avec le fait de prendre de l'âge. Comment justement on peut aider par le toucher, par l'accompagnement à aller mieux en fait et à favoriser cette acceptation-là aussi.
Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils. Il faut juste prendre du temps pour soi. Hein. Je dis toujours, c'est de tout faire avec conscience en fait. Hein. On nous dit manger avec conscience, marcher avec conscience. Eh bien là, c'est prendre soin de soi avec conscience. Effectivement, tout change. On perd, hein, une fois qu'on est ménopausé, on perd presque 30% de son collagène au niveau de sa peau. Hein. Donc, il faut prendre soin de ses tissus. Hein. Et ça passe par les crèmes, bien entendu, mais pas que, par le massage, par la gymnastique faciale également, qui est très simple et qui permet de redensifier un petit peu tous les muscles. Hein. Il y en a environ. On a hâte que tu nous montres. Il y a un tas de choses qu'on peut faire et c'est vraiment de se reconnecter avec soi-même et de le faire avec conscience. Hein. Donc là, je peux déjà vous montrer quelques petits gestes. Hein. On peut s'attacher les cheveux, prendre une huile et puis je vais mettre un petit fond musical. Vous avez des huiles avec vous, les filles? Ah, j'ai oublié. Ah, bah oui, dans la salle de bain. Donc, on le fait sans huile ou sans huile, on peut? Oui, vous pouvez, oui. Et les cheveux détachés? J'ai pas de... Allez, on va se faire du bien. On en voit. Alors déjà, quand vous choisissez votre cosmétique, hein, eh bien, vous allez le poser dans le creux de vos mains. Hein, si c'est une huile, c'est comme si. Et puis, la respirer. La respirer. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est pour moi. 2 fois, une grande respiration. Et vous allez donc étaler l'onguent ou l'huile sur la surface de votre visage, de votre cou. Vous allez descendre dans la nuque, hein, l'arrière de la tête, et même, si vous le pouvez, agripper un peu vos trapèzes, là, qui sont des muscles très sollicités. On a souvent des sacs à main, là, nous les femmes, un peu lourds, là, hein, ça tire sur les trapèzes. Eh bien, on peut les agripper et les travailler en pétrissage. Ça, c'est important. Ce n'est pas juste le visage. Hein. Et puis, on va descendre là, vers le décolleté, parce que c'est une zone qui est très fine, très fragile, comme le contour des yeux. Et on peut aller jusqu'à toucher l'aisselle, en fait. Hein. C'est vraiment, c'est pas juste là. Hop, on descend vers l'aisselle. Et ça aide à stimuler, c'est ça, les tissus? Ça fait un massage qui... Oui, voilà, on va stimuler un petit peu la zone, en fait, lymphatique, sanguin. Et c'est déjà bien de... Voilà, c'est pas juste le visage, hein, et on le fait avec conscience. Qu'est-ce que ça fait? Ma main chaude, là, posée sur ma zone sous-claviculaire, qu'est-ce que ça fait? Être vraiment présente dans le geste, dans la conscience. C'est vraiment, vraiment important aujourd'hui, je trouve, d'être connecté à ce toucher. Alors ensuite, il y a la nuque. Donc vous pouvez, avec le bout de vos doigts, fermez les yeux et ressentez. Est-ce qu'il y a des points de tension, des points de douleur? Ouais. Avec les pouces, là, au niveau du creux de l'occipital, la voûte crânienne. Est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des tensions? On sent des douleurs, c'est mauvais signe? Bah, c'est qu'on est un peu tendu sur l'ordinateur. Tension, donc vous pouvez appuyer. Et je ne comprends pas pourquoi. Ah, c'est fou le point en bas de la nuque, là. Ouais. Ah, celui-là, ouais. Ouais, c'est là où ça me fait réagir. Ouais. Voilà. Alors, tout autour de l'oreille, c'est intéressant aussi. On a des points. Les Japonais travaillent énormément. Oh, c'est dingue, ouais. Là où il y a les glandes aussi, là. Voilà. Vous prenez conscience de toutes ces tensions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mal faire au massage? Moi, je n'ose jamais faire vraiment des automassages. J'ai toujours peur de mal faire. Toi, tu dis que non. Non, il ne faut pas avoir peur. On est dans le vous vous automassez, vous vous faites bien et ça va se voir sur l'éclat de votre teint. Quand on fait un automassage pendant 5 minutes, vous pouvez le faire aussi
allongé. On n'est pas forcément obligé d'être debout devant un miroir à se regarder. Il vaut presque mieux le faire sans miroir, devant un beau paysage ou bien allongé. Et tu Si vous remontes avez toujours un peu du bas vers le haut comme ça? C'est un peu ça, la dynamique, c'est de remonter plutôt à Les chaque fois. tissus, ouais. Pour monter les tissus. D'accord. C'est un lifting maison, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut aussi, on a les mâchoires un peu serrées très souvent, Ouais. donc vous pouvez faire des points, Ouais. décrocher un petit peu la mâchoire, ouvrir un tout petit peu le maxillaire inférieur et ressentez aussi les petites tensions qu'on peut avoir au niveau du bas de la mâchoire. Est-ce que vous ressentez? Ouais. Juste Et au là, bout. au niveau du maxillaire inférieur. C'est assez flagrant plutôt derrière. Voilà, et on continue en fait le massage. Ça, j'aurais jamais liftant. pensé la mâchoire et c'est dingue comme ça Oui, fait ça du fait un bien fou. Moi, je pense que j'ai une mâchoire extrêmement crispée. Vous ressentez? Oui. Je crois qu'on est beaucoup dans ce presque cas-là. douloureux quand on appuie là, Fabienne, c'est normal. Là, oui, on est donc sur des points, des méridiens en fait, entre le maxillaire inférieur et supérieur. On est juste entre les deux et c'est vrai que vous pouvez travailler ce point en mouvement circulaire. D'accord. Ça fait du bien. Et forcément, la mâchoire est également reliée à l'arrière de la tête, d'où les petites tensions qu'on peut avoir au niveau de la nuque. Alors, je continue. Alors moi, j'ai un arrêt sur image. Je ne sais pas si On vous va avez vu. étirer. Oui, Un arrêt sur image. ça bloque un peu. Ça bloque, ouais. Fabienne, on te perd un petit peu. Fabienne? Fabienne. Elle va revenir. Ah, nous avons perdu Fabienne. Elle est tellement bien dans son massage. On va en profiter pour parler de nous, quand on se terminera le petit massage. C'est dingue comme ça fait du bien la mâchoire. Je le sens. Ouais. Là, les petits exercices autour de la mâchoire m'a fait un bien fou. En tout Tu cas. sens que ça relance aussi la circulation. Enfin, tu sens Oui, la, puis enfin, tu ça sens la ça peau. décontracte. On sent toutes les tensions qu'on, je pense, on est habitué à avoir et donc en fait qu'on intègre, comme quand on a la tête très lourde et qu'on va chez l'ostéopathe et que tout d'un coup ça va mieux. Je pense que c'est ça aussi un des grands sujets, c'est qu'il y a un âge où quand les choses quand on peut avoir des petites perturbations, c'est hyper important de s'écouter parce que sinon on perd le fil avec son corps. Et moi j'ai vu plein d'ostéopathes qui disent mais en fait tant que vous arrivez à ressentir quand ça va pas, le corps se remet très vite sur pied. Alors que si on perd ce contact et ce sens du toucher, même pour plein de choses, on parlait de Octobre Rose, du cancer du sein il n'y a pas longtemps, les femmes les plus proches d'elles-mêmes qui ont tendance à ce genre de pratique, à l'autopalpation, au yoga et tout ça, sont beaucoup mieux détectées que les autres. J'ai vu des études là-dessus hyper sérieuses parce que forcément, il y a cette connaissance du corps et puis cette attention prêtée à son corps. C'est la machine dans laquelle on vit, il faut y faire attention. Et de Très plus en plus. asiatique, ça. Comment ? C'est très asiatique. Les Japonais Oui. sont extrêmement. C'est Oui, vraiment un art de pourquoi ? vie Parce des que, Asiatiques. Ouais. on va en revenir parce qu'Anna et moi, en attendant de récupérer Fabienne et de terminer ton magnifique massage, Oui. on va reparler un petit peu de l'enquête qu'on a fait. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Ah oui, Fabienne, on t'avait perdu. Ah bah tu interviens au bon moment. J'en profite pour glisser entre deux. Oui, je vous entends, mais je n'ai plus d'image. Ah oui, parce qu'il faut la remettre en admin. Oui, Anna, il faut que tu repasses peut-être à Fabienne. Et j'en profite pour glisser un petit mot aussi, c'est que n'hésitez pas à laisser en commentaire ou à nous envoyer à hello@millier.care votre adresse mail pour ceux qui suivent, parce qu'on enverra une petite surprise à quelques participants. Donc, on glisse le message commercial entre deux bugs techniques. Et donc, ce que je disais, c'est que comme on reparlait de la prévention, on disait que ces approches-là étaient très importantes. On a récupéré Fabienne. En prévention, que le toucher, et on disait voilà, toutes les femmes qui sont attentives à ce toucher-là, c'est extrêmement important en fait dans la prise en charge de beaucoup de pathologies en amont et puis surtout de la manière de mieux vieillir dans son corps. On reprend si tu veux là où tu en étais. Oui, alors je m'étais arrêtée en fait au mouvement liftant en fait du visage, puisque c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de lutter contre l'affaissement et on va donc
dirais les mains en papillon et on va monter vers les tempes. On peut réaliser 3 fois ce geste à partir du menton. D'accord. Ensuite, à partir de la bouche. Ah, elle est bloquée, ouais. Ça. Moi, je fais attention, j'ai mon rouge à lèvres alors. Moi, je vais pas m'en mettre partout, ça va être tout net. Pas Joker. Ça va pas être possible. Et puis les yeux, le front, mais toujours être dans le ressenti. Observez ce que ça peut faire, cette chaleur de vos mains sur votre peau et du bien-être. Et tu montes jusqu'au crâne. Alors, on n'oublie pas le crâne. C'est très important aussi avec la chute des cheveux qui arrive surtout après l'été. C'est comme les feuilles mortes qui s'envolent. Eh bien, les cheveux également, on a tendance à les perdre. Donc, il faut masser son cuir chevelu. On peut aussi faire des ventouses, c'est-à-dire placer une main sur l'autre et faire un mouvement circulaire. Mais tu fais décoller la peau du cuir chevelu, là, c'est ça? Exactement. Je ne fais pas juste un frottement sur le cuir chevelu. J'essaye de faire bouger. Vous voyez? Et ça, c'est quand même clé parce que là, nous, on a rencontré aussi beaucoup d'experts du capillaire. Ils disent tous que le massage du près c'est essentiel. Ouais. Ah oui, non, mais c'est ce qui marche le mieux, même au niveau des soins et tout. C'est clairement, la microcirculation du cuir chevelu qui diminue avec l'âge. Donc, je pense que c'est des gestuelles hyper importantes. Puis ça fait du bien. Surtout, ouais. Ça fait du bien. Et ça, tu recommandes de faire chaque jour un petit moment pour soi, comme ça, soit on fait son yoga, soit dans le lit avant de se coucher. Au moins 3 minutes d'automassage visage ou crânien. Alors, vous pouvez le faire le matin, mais on est toujours un peu dans le rush. Mais le soir, dans votre lit aussi, en position semi-assise. Et puis terminer par... je dis toujours un peu de gratitude. Merci pour cette belle journée que j'ai passée en fait. Et comme ça, je peux m'endormir paisiblement dans les bras de Morphée et voilà. Mais j'aime bien cette idée gratuite. C'est l'acceptation de prendre du temps pour soi et de se remercier de prendre du temps pour soi et de se faire du bien. Je pense que ça change tout. Ce nouvel égoïsme dont on parlait, qui peut être mis en pratique. Et puis, écoutez, Anna et moi, on va terminer. Donc, je vous dis, n'hésitez pas encore une fois à nous laisser l'adresse mail. On pourra vous faire une petite surprise. Voilà, vous remercier d'avoir participé. Donc, Anna et moi, on va vous raconter juste quelques petites anecdotes parce qu'on s'est plongé donc, il y a 1 an dans cette enquête sur la ménopause. Donc, nous, on doit être en périménopause où on ne sait pas trop où on en est, en fait, comme beaucoup de femmes à l'approche de la quarantaine. Par contre, oui, je pense qu'on a été animés par une espèce d'incompréhension, de se dire que ce n'était pas possible que notre génération n'allait pas vieillir de la même manière que peut-être beaucoup de générations précédentes, ce que tu as ressenti, Sophie, en fait. Et de se dire, moi surtout, je me suis rendu compte que c'était des problématiques pour lesquelles des amis donc, qui avaient mon âge ou presque, qui avaient 40-45 ans, donc quelques années de plus, venaient me voir, n'étaient pas du tout remplis. Parce que moi, j'étais un peu le yucca, donc à aller chercher des produits. Et donc, quand on m'a parlé de sécheresse vaginale, de choses comme ça, j'étais complètement perdue. Je me dis, c'est pas possible, ça fait 15 ans que je bosse dans le bien-être et la beauté. Et j'ai jamais vraiment... Tu vois, on n'en a jamais entendu parler. Non. Donc, c'est pas... Et en plus, je viens du sérail, quoi. Donc, je me dis, c'est pas possible. Et alors, après, aller chercher les produits et tout, c'était encore plus compliqué. Et alors, il y a encore eu plein d'étapes compliquées. On s'est posé beaucoup de questions pendant la création de ce projet. Parce que même en allant interviewer des experts, en allant parler avec des gynécologues, Anna, je pense, sera d'accord aussi sur ce genre de témoignage, mais on a vraiment eu 2 écoles. Ça veut dire qu'en France, à la fois, on a la chance d'avoir une école, ça c'est clair. Je pense qu'on a les meilleurs médecins du monde et le meilleur système de santé.
Et à la fois, on a une médecine qui est parfois vraiment très typée. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément briefés à d'autres sujets comme la nutrition, la phytothérapie. Et donc, on s'est retrouvés face à des approches très, très différentes. Je parle notamment pour les gynécologues essentiellement, qui étaient très dans une approche, soit c'est un traitement hormonal, soit c'est rien du tout. Or, aujourd'hui, il y a quand même moins de 10% des femmes qui prennent des traitements hormonaux. Je ne sais pas quelle réaction par rapport à ça. Et je me suis dit, mais pourquoi rien du tout? Enfin, à un moment, il faut proposer une approche un petit peu alternative. Et donc, en fait, soit c'était une sorte de médicament, soit rien du tout. Soit, effectivement, il y avait des gynécologues qui étaient beaucoup plus formés à la phytothérapie, qui étaient passés par d'autres disciplines, qui souvent avaient travaillé en Allemagne ou dans des pays du Nord, qui sont beaucoup plus sur des doubles formations et qui, là, avaient des approches extrêmement intéressantes parce qu'ils se rendaient compte en suivant des patientes qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec un accompagnement tout simplement alimentaire et ou avec de la phytothérapie et que finalement, c'est des choses qui peuvent s'accompagner de manière très efficace. Mais je trouve que tout ce qu'il y a autour des hormones, comme en plus ce n'est pas très médicalisé d'un point de vue mesure, parce que vous savez, tous les tests salivaires, les prises de sang, etc., ne donnent pas des indications très fiables, puisque finalement, ces phases de tempête hormonale, les hormones sont très fluctuantes pendant la journée. Donc, en fait, c'est soit des prescriptions de traitements systématiques avec souvent des traitements hormonaux très dosés qu'on a du mal à arrêter, mais qui peuvent très bien convenir, notamment quand on est en ménopause plus précoce, où je pense que dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser autour de ça. Et puis sinon, un espèce de grand vide, quoi. Et on a dû se tourner finalement vers d'autres types de disciplines, des micronutritionnistes, des naturopathes, des ostéopathes, des kinés, des psychiatres également, qui nous ont donné leur avis sur la chose, qui nous ont permis de voir, mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire, mais tout ce savoir est très dispersé et n'est pas démocratisé. Donc nous, vraiment, l'envie, au-delà des de la marque qu'on va créer, mais l'envie de donner accès en fait, de filtrer, de donner un nouveau regard là-dessus avec tous ces savoirs qui sont très inexploités, en fait. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Anna, toi, pendant notre enquête, mais on a vu quand même pas mal de femmes et beaucoup d'experts. L'idée que il y a toute on va dire, une approche préventive de la santé de la femme à démocratiser très fort sur plein de sujets, en fait, qui vont bien au-delà de la ménopause, qui vont sur la santé osseuse, la santé cardiovasculaire, la santé mentale, beaucoup de choses très inexplorées, en fait. Tout ce qui est Pardon, vas-y. Vas-y, Sophie. Non, je disais, c'est tout ce qui bascule au moment de la ménopause avec la chute hormonale, justement. Donc, c'est tout ce qui est à rebalancer, en fait. Ouais. Avec un autre sujet qui était très présent dans le discours des femmes avec lesquelles on a parlé, qui était vraiment l'idée que la ménopause est un impensé. À partir du moment, ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, à partir du moment où on n'est pas dedans, on ne se pose pas la question. Or, le chemin vers ce passage, peut-être qu'on pourrait le travailler, le raffiner, l'élaborer pour se le prendre de façon plus douce et moins difficile le jour où ça arrive et le jour où ça commence. Une femme me disait, elle n'en revenait pas elle-même, elle disait, la première suée nocturne, j'ai cru que j'avais fait pipi au lit. Et elle me disait, mais tu te rends compte, j'ai vraiment cru que j'ai... Et en fait, effectivement, on se rend compte de la violence du sujet et de se dire que peut-être qu'on pourrait aborder le sujet de façon un peu plus démocratisée, effectivement, et de pouvoir concevoir le fait avant d'être devant le mur, en fait. C'est ça qui est un petit peu injuste, c'est que la ménopause, on l'a pris comme un phénomène, c'est un mot sur une fin de période, comme vous disiez, et en fait, on anticipe. C'est comme si la période de l'enfance était très bien identifiée, la puberté, la femme qui procrée, puis après… Non, mais il n'y a plus rien, de toute façon, il n'y a plus rien. Et pour moi, ce flou, il est vraiment particulièrement marqué entre 35 et 55 ans, qui est quand même une phase de vie où on a du mal à mettre les gens dans des cases, on ne va pas faire des caricatures, il se passe plein de choses. Et c'est une phase où tout d'un coup, il y a des changements dans l'organisme, très factuels, très concrets, tout le monde le sait. Et pourtant, on n'en parle pas, ou de la bonne manière. On parle très peu des hormones, on parle à chaque fois etc. Les hormones, on en parle très peu, alors qu'en fait, c'est très facile d'agir dessus. Nous, on a eu des stats dingues, quoi. Il y a 75% de notre équilibre hormonal qui dépend de notre mode de vie. Il y a une émission il n'y a pas longtemps sur France 2. En fait, il est assez facile de reprendre le contrôle sur nos hormones. Il y a d'ailleurs plein de super sites qui se développent autour de ça,
de réapprendre en fait à mieux comprendre et explorer ces cycles. Et pourtant, c'est un pan qui a été laissé complètement de côté. Et on le voit même au niveau du médicament. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, le professeur Beaulieu et autres, qui disent, mais en fait, on a toujours testé nos médicaments et tout sur des hommes parce qu'il ne fallait surtout pas toucher à la femme en âge de procréer. Et il y a des stats hallucinantes qui sortent là-dessus, sur l'augmentation des risques chez des femmes ménopausées. On ne parle pas de 5%, on ne parle pas des augmentations liées au traitement. On parle de 70% d'augmentation de risque sur certains médicaments. Donc, ce que je ne veux pas dire, ce n'est pas pour pointer du doigt. Personne ne le savait, personne ne l'a envisagé. Mais en fait, on a beaucoup nié la différence métabolique entre hommes et femmes. Et finalement, on a beaucoup nié cette phase-là. C'est-à-dire qu'on s'y est peut-être pas assez intéressé, même d'une manière factuelle et médicale, pour y avoir assez d'intérêt dans. Mais en fait, la santé osseuse, si on parlait, ça se prévoit, mais même dès 40 ans. C'est dès 40 ans qu'il faut bouger, faire des microchocs sur les os et tout ça pour préparer l'après. Parce que j'ai envie de dire, si on s'y prend à la ménopause, c'est presque un petit peu tard pour remettre tout ça un petit peu en ordre. Ne me dis pas ça, mon Dieu, ne me dis pas ça. Regarde. Je n'ai rien entendu, mais qu'est-ce que ça fait? Oui. Non, il n'est jamais trop tard, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent et que finalement, cette phase de 35-40 est hyper clé aussi pour préparer l'après. Et qu'en fait, ça serait tellement plus simple et je pense tellement moins coûteux aussi pour la sécurité sociale et autres de valoriser à ce moment-là des approches beaucoup plus préventives et beaucoup plus personnalisées pour les femmes. On le voit beaucoup sur la santé cardiovasculaire, notamment, quand même des chiffres assez choquants. On a l'impression de découvrir à peine que les symptômes ne sont pas du tout les mêmes pour les femmes. Non, mais ils viennent juste de découvrir comment fonctionne le cœur de la femme. Presque. Mais parce que, mais en fait, on a mis beaucoup de temps à comprendre avec Anna, et c'est pendant l'enquête, on s'est rendu compte que presque toutes les études étaient faites sur des hommes parce qu'ils avaient trop peur au cas où la femme soit enceinte, puis ils ne voulaient pas prendre non plus des gens trop fragiles, donc trop jeunes ou trop âgés. Et donc, ils avaient peur qu'il se passe quoi que ce soit avec une femme qui tombe enceinte. Donc, ce n'était pas du tout anti-féministe ni quoi que ce soit à la base. C'était juste pour simplifier les études. Mais résultat, on a complètement oublié qu'on baignait dans un bain d'hormones et qu'en fait, ce bain d'hormones fait qu'on réagit très différemment. Tout, la perte osseuse, la perte des cheveux chez la femme ne suit pas les mêmes processus que chez l'homme. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent différemment dans notre corps parce qu'on ne métabolise pas de la même manière. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment ouvrir et que l'intérêt d'ouvrir la parole sur ces sujets, parce que ça, ce n'est pas notre domaine, la santé, c'est aussi d'avoir plus de gens qui s'intéressent à ça de manière décomplexée et positive et qui, en fait, ouvrent des nouveaux pans dans la prise en charge des femmes et leur donnent surtout des nouvelles perspectives sur comment il faut faire. Est-ce que c'est normal si je me sens comme ça? Est-ce que c'est normal? Fabienne, tu m'en parlais, on ne doit pas manger de la même manière à partir d'un certain âge qu'avant parce que notre métabolisme réagit différemment aussi. Il y a des choses à éviter. Tu peux nous redire le sucre, ce genre de choses, je ne sais pas, par ton expérience. Le sucre devient notre meilleur ennemi, j'ai envie de dire. Il faut arrêter le sucre ou alors très modérément pour se faire plaisir pendant le week-end. Le sucre blanc, là, tu parles. Je parle des sucres, évidemment des sucres raffinés. On peut consommer des fruits, on peut consommer du fructose, mais avec modération, parce que ce qui se passe, c'est qu'on va le stocker tout de suite au niveau du ventre. Alors je dis le ventre, l'abdomen est aussi proche du foie, sous la poitrine. On stocke énormément. Mais il y a des outils, il y a des clés, il suffit de comprendre. C'est ça aussi, c'est que les femmes ont besoin d'être éduquées, on a besoin, et on est là maintenant, je pense que ça va changer. Les jeunes femmes sont en train de se documenter, elles deviennent plus curieuses qu'auparavant. On va pas forcément voir un médecin et c'est pas parce qu'il a sa blouse blanche qu'on va dire oui à tout, et on va être un peu plus curieuse et s'ouvrir à d'autres thérapies plus naturelles en fait. Donc je parle de la naturo, de la micronutrition, et on va être plus je pense que les générations avant, ça se faisait pas. Quand on allait chez le médecin, chez la gynéco, on était OK, allez, on y va, on prend, et sans vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps, quoi. Donc, effectivement, il y a le sucre dans l'alimentation. Le foie a une grande importance.
aussi, il faut le protéger, le Oui, bichonner. c'est une des choses qu'on a appris, je préfère le dire en aparté, mais en fait, le foie est un organe hyper central pour la régulation hormonale, puisqu'en fait, toutes les hormones vont être dégradées par le foie. Donc, comme le foie, si le foie Exactement. est surchargé, notamment par les sucres, l'alcool, mais aussi la pollution, parce qu'en fait, le foie, c'est lui qui va traiter, c'est l'usine des polluants de notre corps, hein, si on caricature. En fait, c'est encore plus important de se détoxifier quand on est dans des phases de tempête hormonale. Donc, ça peut être après un bébé, ça peut être en préménopause, parce que c'est ce qui va aider aussi à mieux réguler cette tempête hormonale. Au lieu de faire un pic comme ça, si on a les bons métabolismes, on peut aider à aplanir, on va dire, les courbes de pic. Et je n'avais aucune idée, je n'avais jamais entendu parler de cette détoxification hormonale avant. Alors là, vraiment pas. Ouais. La détox du foie est importante. Ah, pourtant, on le sent, hein, parce que moi, en interne, j'ai senti... Avec le sauna. Non, mais tu le sens quand même. En interne, tu sens que tout change. Il y a beaucoup de choses que tu supportes plus. Oui. Puis Je il y a sais pas beaucoup de choses. pourquoi. C'est là où il faut prêter attention aux signes. Il ne faut pas rester dans le comme avant. Il se passe quelque chose dans notre corps, il faut l'accepter. Et puis, il faut se tourner vers plein de choses naturelles avant d'en arriver à des choses soit plus radicales, soit plus désagréables en fait à appliquer. Mais je pense qu'il y a une clé dans ce que disait Fabienne aussi. Tu parlais des jeunes qui réagissent différemment. Nous, on a cette conviction avec Anna aussi. On a vu de plus en plus de jeunes femmes qui arrêtent la pilule avec tous les scandales qu'il y a eu, deuxième, troisième génération. Et on a quand même été dans une génération, enfin nous et un peu avant, où finalement on a beaucoup de ces déséquilibres hormonaux, beaucoup de ces cycles, parce que la pilule est capable de masquer beaucoup de choses. Je ne remets pas en question tous les bienfaits de la pilule, hein, attention, bien au contraire. Il y a une vraie défiance par rapport à ça, et surtout au-delà de la défiance, c'est surtout une volonté de se réapproprier ces sensations. Parce qu'au-delà de tout ce que ça peut faire, c'est l'idée de se dire, bah tiens, j'ai quand même envie de comprendre en fait ce qui se passe dans mon corps. Pourquoi je suis cyclique? Pourquoi ça se passe comme ça? Et si je mange plutôt ça que ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'arrive à me sentir mieux toute seule? C'est un peu une volonté de réapprendre en fait à vivre avec ces cycles que je trouve très forte et finalement que je pense qu'il peut faire beaucoup de bien. Parce que voilà, il faut l'admettre, on a un féminin cyclique avec des hauts et des bas et je pense qu'on peut vraiment, apprendre voilà, et mieux être à l'écoute et mieux savoir vivre avec. Quand tu parles de plus de sucre, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on voit sur les recettes, index glycémique bas, tout ce qui se dit notamment sur les régimes cétogènes? Nous, on s'est beaucoup plongé donc, dans la gestion de la ménopause et de la préménopause. Voilà, notamment avec le docteur Anna Kabeka qui parle beaucoup des régimes cétogènes, donc qui est pareil de réduire beaucoup le sucre pour résumer, d'augmenter par contre la part des matières grasses, puisqu'on perd en collagène, on perd en gras, et que finalement le gras permet aussi de sécréter des hormones et donc d'entretenir un petit peu la machine, si on peut parler comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabienne, qui est bercée dans la naturo et l'alimentation? Ouais. Alors, c'est vrai que le sucre, le gluten, le glucose, le glu-glu, voilà, moi c'est comme ça que je l'appelle, hein, il est pas franchement bon passé un certain âge et il vaut mieux l'éviter. Même Et sans on intolérance peut au compenser. gluten? Ouais, le gluten, bon, une bonne baguette fraîche, bien blanche qui sort du four, on va la manger rapidement, elle va nous faire gonfler le ventre. C'est pas top, hein. Alors, bien sûr, on peut en consommer le week-end pour se faire plaisir, mais vraiment avec modération, hein. Moi, j'ai remarqué, hein, bon, c'est mon cas complètement personnel, mais si j'abuse de farine blanche, de gluten, hein, de bonnes pâtisseries ou de pâtes, hein, parce que les pâtes aussi ont tendance à faire gonfler le ventre quand on en mange de trop, hein. Eh bien, j'observe que je ne suis pas bien dans mon corps, hein. J'ai besoin de le nettoyer et souvent, le lendemain, il me faut une petite cure de jus pour nettoyer tout ça, quoi. Je le ressens systématiquement. Donc, on peut faire des excès, hein. On est française, ça fait partie de notre culture de bien manger et d'arroser les repas. On peut, mais pas être dans une approche punitive. Non, mais par exemple, je disais, sans être dans une approche punitive, moi, en discutant avec des micronutritionnistes et nutritionnistes, qui était intéressant, ils disaient, mais tu sais, Caroline, ton gâteau au chocolat, tu peux le garder, mais tu peux faire baisser l'index glycémique. C'est le fameux index qui fait un pic d'insuline et qui crée des réactions en chaîne, l'insuline étant une hormone, encore une fois. En fait, elle me disait un truc tout bête, elle me disait, remplacez le lait et le sucre par du jus de betterave
Et on peut remplacer le beurre, par exemple, par de la poudre d'amande. Vous savez ce qui existe, enfin, les beurres d'amande, en fait. Donc, c'est sûr, il faut aller dans le magasin bio, il faut faire des courses, pas comme d'habitude. Mais une fois qu'on a pris ce réflexe-là, moi, je l'ai testé avec les enfants il n'y a pas longtemps. C'est dingue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un vrai gâteau au chocolat gourmand parce que moi, je déteste ce côté punitif et je suis trop gourmande pour m'imposer des trucs, voilà, me dire stopper le sucre, le pain et tout, j'y arriverai jamais, quoi. Mais il y a des alternatives. Il y a des alternatives. On peut faire une bonne mousse au chocolat avec de l'avocat, par exemple. Oui, des tiramisus on peut remplacer par de l'avocat et des exactement. Et ça, tu dis que tant qu'on l'index glycémique, pour toi, on est bon. Ça veut dire qu'on peut quand même se faire plaisir avec juste en mettant les bons ingrédients avec les fibres et tout, remplacer la farine blanche par une farine complète pour maintenir un niveau d'index glycémique correct, quoi. Complètement. Il faut juste, encore une fois, être un petit peu curieux et aller regarder. C'est une recherche dans des livres sur les recettes, les indices glycémiques. On y revient, c'est la curiosité de la personne qui va se dire « Ah, qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon hygiène de vie? Pourquoi je devrais manger une patate douce plutôt qu'une pomme de terre? Parce que pourtant, elle a l'air plus sucrée. Est-ce que c'est la cuisson qui doit être différente? » Enfin, il y a un tas de choses qui va vraiment améliorer le quotidien et du coup nous empêcher de trop stocker et de prendre du poids. Non, mais en fait, il ne faut pas hésiter à changer de réflexe, quoi. C'est des nouveaux réflexes à apprendre, mais il n'y a rien de plus. En fait, soit on le sait, c'est ça que j'aime bien, cette idée de faire en conscience, comme tu dis, Sophie. C'est quand on fait en conscience, quand on sait qu'il faut changer des choses, en fait, c'est des réflexes à prendre qui ne sont pas du tout forcément des réflexes punitifs, qui sont juste des nouvelles choses à tester, à découvrir. Il y a quand même... Et moi, dans ce qu'on m'a présenté, j'étais étonnée de voir plein de recettes assez gourmandes, quoi. J'ai pas envie de finir ma vie à manger 3 graines de chia. Je plaisante un peu. Non, là, ouais, non. De chia et le tofu, mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Oui. C'est pas toujours évident quand on a des ados à la maison aussi. Voilà, il faut trouver le juste milieu, des bonnes recettes, mais ça se trouve. Ça se trouve. Bah, il y a de plus en plus de livres dessus. Sur le sujet. Et moi, j'ai beaucoup vu, ce qui revenait beaucoup, c'est quand même privilégier les bons acides gras et privilégier des index glycémiques faibles semble quand même être les clés pour justement bien passer ces phases-là. Mais ne pas négliger le gras. On a tendance à diaboliser le gras. C'était plutôt le sucre qu'il fallait diaboliser que le gras. Il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Anna, tu veux nous dire un petit mot pour les femmes? Ouais. Vas-y, Fabienne. Oui, non, je disais, on parlait du sucre et du gras. N'oublions pas de consommer des protéines, puisque là aussi, la masse musculaire, à partir d'un certain âge, commence un peu à fondre et il faut consommer des protéines tous les jours. Donc, de bonne qualité, à 40 bien évidemment. ans, 4 ans. Ça, c'est aussi... Plus de protéines à 40 ans, 50 ans. Bien sûr. Donc, 2 fois par jour, quoi. Midi et soir. Top. Alors, au moins une fois par jour, des viandes blanches, etc. Mais la masse, la masse musculaire fond vraiment quand on est ménopausé et il faut conserver avec la protéine, qui peut être végétale également, pas forcément une protéine animale. Mais, et l'exercice, on n'en reparlait pas assez, Sophie, désolée, j'ai perturbé, mais l'exercice, je pense que c'est clé. Même pour se sentir bien dans son corps. Non, d'accord. On est d'accord. N'arrête plus. J'ai pas dit que j'étais contre. Mais il faut trouver des choses qui nous plaisent. Voilà, je pense qu'une des clés aussi, c'est de ne pas se forcer à faire quelque chose parce qu'on dit que c'est mieux. Il vaut mieux faire quelque chose qui nous plaise et peut-être moins régulièrement que de faire une fois, tout d'un coup, 2 semaines un truc parce qu'on se l'est mis en tête et se dégoûter du truc. Je pense que quand même, le fait d'apprécier les choses qu'on fait, de les faire en conscience, comme on a parlé et tout, est hyper important. Donc, changez vos habitudes, mais pour des bonnes habitudes plaisantes, quoi. Très bien, c'est juste. Ça donne envie. Je vais juste terminer sur ce que tu dis dans l'espace de commentaires, parce que le sport a été évidemment mentionné, mais pas que. Il y a le yoga, la relaxation, les pierres de jade. Enfin, il y a autant de sujets dont on pourra parler à l'avenir. Il y a le témoignage d'une femme qui dit « Moi, ce qui me manque le plus, c'est la pensée positive au moment de la ménopause. » J'espère qu'on va y contribuer. Ouais. C'est un peu notre but, vous l'aurez compris. On n'est pas dans une pensée punitive, on est dans une pensée positive
Par contre, il faut ouvrir le débat pour commencer à avoir cette pensée positive. Et aujourd'hui, on trouve que le débat est justement pas suffisamment ouvert et en tout cas beaucoup trop silencieux sur un sujet qui est un sujet de société, puisqu'on espère qu'on va toutes passer par là, de la bonne manière. Aujourd'hui, on est 14 millions de femmes, 41% de la population féminine française. Donc, et autant dire que plus de la moitié de la population va être ménopausée dans les prochaines années avec voilà, en 2030. Voilà. Donc la démographie dominante, et il y a une voix à faire entendre et différemment, très clairement. Et on est là pour ça. Voilà. Et donc, on va continuer et on va effectivement faire toutes les enquêtes et les possibles pour trouver justement le bon filon pour bien vivre cette deuxième partie de vie et la ménopause en particulier. Merci à toutes en tout cas, et merci à tous ceux qui ont accepté de participer. N'hésitez pas à nous envoyer encore des questions. On va faire un petit namasté pour la fin, pour tous. Merci. Ça m'a trop détendu. Et puis, bon dimanche et bonne fête de la ménopause, comme disait Fabienne à tous. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bonne fête de la ménopause. Bonne fête de la ménopause. Et faites passer la voix et trouvez-nous, si vous trouvez une expression pour remplacer ou revaloriser la ménopause, je crois qu'on est toutes preneuses. On ne remplace pas. On ne remplace pas, pardon. Oui, mais on a Ménopause Stories qui évidemment ne veut pas changer son titre de marque. J'adore ce mot. Une expression que j'ai adorée. Ah oui, c'est vrai, toi tu l'adores. On n'est pas d'accord là-dessus. Non, moi j'adore ce mot. Moi j'adorais le Queenager que tu nous as dit. Ah non, ça... j'ai pas encore fait là. On en reparlera. On va couper ça peut être l'objet d'un prochain Zoom. Hein. Je veux dire, mais non, ménopause, c'est un joli mot en fait. Il y a mot pause à l'intérieur. C'est joli en fait. S'il est bien travaillé, ça amène toute la méditation, la pensée. Alors Sophie va nous revaloriser la ménopause. On va revaloriser, mais il ne faut pas il y a déjà un mot pour ça, donc travaillons bien. C'est vrai, tu as raison. Voilà. C'est une image à changer plutôt. Voilà, c'est une image, c'est pas un mot, parce qu'il est arrivé il y a seulement 200 ans ce mot-là. Donc imaginez un peu toutes les femmes avant qui n'avaient pas de mot, si ce n'est retour d'âge, des menstrues, âge critique. Donc on a déjà la chance d'avoir ce mot-là. Donc merci, moi je dis au contraire, gratuit total. Alors on va dire, ce sera le mot de la fin. Merci la ménopause. Voilà.